Hey Speedy, tu viens dire bonjour à tout le monde aussi? Bonjour à tous. Oh, je dis bonjour à qui? Je dis bonjour à qui? Y a quelqu'un? Où ça? Y a personne? Est-ce que tu peux me laisser tourner ma vidéo? Ce serait gentil de ta part. On descend, Speedy. Une fois. On descend. Allez. Bonjour à tous. Oh bah tiens, Mademoiselle Shaina, elle s'y est mise aussi. Oh, Mademoiselle Shaina, elle s'y est mise aussi. Moi, je veux être devant les projecteurs. Alors, je reprécise encore une fois que je ne fais pas ces vidéos pour être mise en avant. Je fais vraiment ces vidéos dans le but d'information parce qu'on en manque énormément quand on est dans notre cas de vouloir faire une procréation médicalement assistée et encore plus quand on est dans le but de le faire seul, c'est-à-dire une PMA monoparentale. Alors, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo longue. Je pense pas que énormément de monde ait pu aller au bout de la vidéo. Je m'en suis rendu compte moi-même. C'est un exercice qui n'est pas facile de parler devant une caméra. On fait beaucoup d'erreurs. On apprend de ses erreurs. Donc, je vais aller droit au but pour vous faire un petit résumé. Mon ex m'a transmis une IST, une infection sexuellement transmissible, lors de nos soi-disant examens mutuelle que nous avons fait pour pouvoir retirer les protections. Je ne lui ai pas demandé de me montrer les résultats, je lui ai fait confiance, j'ai cru que c'était offensant de lui demander et finalement, eh bien, il n'avait fait aucun examen et il était porteur du papillomavirus et d'une... Tu peux t'enlever mon Speedy, vraiment, ce serait très gentil de ta part. M'envoie des câlins d'amour, je sais. Allez, hop, file à ta place. Allez, on file à sa place. Une fois. Merci, monsieur Speedy. Non, on vient de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de raison que maman, elle soit sur le plaid et pas moi. Allez, monte. Monte. Alors, je précise que je protège mon canapé pour éviter que mes invités soient pleins de poils, surtout dans une période comme celle-ci. Donc on recommence. J'en étais où? Donc oui, il était porteur donc du papillomavirus, une forme qui n'est pas agressive. Les plus agressives, c'est la 16 et la 18, puisque tous les papillomavirus sont catégorisés par numéro. Et il était porteur également d'une autre bactérie souche herpès également, puisque le HPV, papillomavirus, c'est une souche de l'herpès qui s'est transmise dans ma vessie. Donc j'ai eu une dizaine de jours d'antibiotiques et puis heureusement cette bactérie s'est très très bien éliminée. J'ai eu vraiment énormément de chance. Je ne possède pas la rate, donc c'est ce qu'on va appeler le cerveau du système immunitaire. On vit bien sans. Par contre, dès qu'il y a une petite cochonnerie qui traîne, dès qu'on attrape quelque chose, ça prend un peu plus de proportions, comme par exemple le Covid. Chez moi, il a été très 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 costaud, plus que quelqu'un en très bonne santé et possesseur de sa rate. Et on a aussi plus de chances d'avoir des cancers. Ce qui m'emmène à la suite, pour continuer de vous résumer la vidéo de la dernière fois. J'ai donc développé une dysplasie cancéreuse suite au papillomavirus, qui en est au stade 1 et 2, et quelques souches début de stade 3. Il n'y a que 3 stades. Si j'aurais été complètement au 3e stade, mon gynécologue m'aurait imposé de faire ce qu'on appelle une cauterisation, c'est-à-dire qu'il aurait été avec un laser et certainement avec des coupes, enlever les cellules contaminées, mais ça aurait été défavorable au processus de grossesse. Ça aurait pu engendrer de l'infertilité, des fausses couches aussi, puisque forcément notre col du coup est atteint et un peu plus ouvert, donc le bébé a des chances de ne pas rester à sa place. Toute une palette comme ça de petits effets secondaires que pour le moment on peut éviter. Donc, j'ai fait toute la partie médicale. Il y a des examens sanguins à faire le premier jour, le 3e jour et le 14e jour
Alors, 3e jour et 1er jour pendant les règles, 14e jour en dehors des règles. Il y a également une échographie pour voir vos ovocytes. De mon côté, j'ai la trompe gauche qui possède 14 ovocytes, ce qui est plutôt très très bien parce qu'à la base, à mon âge, à 38 ans, je suis censée en avoir un petit peu moins. Et la trompe droite, qui en possède que 6 ou 7, mais elle ne pouvait pas tout à fait tous les voir. Et là, je suis plus dans la moyenne. Tout ça pour dire que c'est tout à fait bien. Voilà, c'est très bien. Mais mon nombre d'ovocytes est tout à fait correct pour pouvoir être fécondée. J'ai fait la fameuse hystérosalpingographie où je vous avais dit, je vous tiendrai au courant pour vous expliquer. C'était le dernier examen qui me manquait. À vous expliquer comment ça se passe, en quoi ça consiste. Vous n'allez pas être déçus. Et si, afin de voir si mes trompes sont perméables. C'est-à-dire si mes trompes sont capables de garder l'ovule fécondé et d'aller au terme d'une grossesse. Alors, cet examen était très, très particulier, vraiment très particulier. J'avais la radiologue, une petite dame très gentille, déjà d'un certain âge, qui faisait tout pour que je sois à l'aise. J'étais seule avec elle, donc une fois que j'ai été dévêtue avec ma petite blouse très sexy, est arrivée l'interne et surprise, la gynécologue qui a lancé mon processus de PMA et qui m'a indiqué toute la procédure qui allait s'en suivre pour moi. Je suis obligée de vous parler de l'approche de cette gynécologue dont je tairai le nom. Je rappelle, élément que j'avais dit dans ma précédente vidéo, que le centre de PMA que j'ai choisi, qui par défaut est celui à côté de là où j'habite, est coté numéro 3 sur les 100 que l'on possède en France. Donc, il est très bien coté. Cette gynécologue, et apparemment, c'est de fait plutôt général chez les gynécologues, est très droit au but, pas trop dans la communication, faut pas trop poser de questions. Ce qui est évident pour elle doit l'être pour vous, hein, pour vulgariser vraiment notre communication, plutôt notre semi-communication. Et puis, il y avait l'interne sage-femme, qui essayait de m'expliquer tout ce qu'elle était en train de faire, tout ce qu'elle allait faire, mais la gynécologue s'est mise en tête qu'il valait mieux me faire penser à autre chose. Donc c'était très compliqué de devoir gérer d'un côté les instructions et répondre de l'autre à la gynécologue qui avait décidé qu'on parle de ma vie, de mes chiens. Elle avait décidé de me parler de ses chats, mais elle ne voulait pas que je pense à l'examen qu'on était en train de faire. Alors que bon, elle aurait pu me demander si j'étais quelqu'un de douillette ou d'anxieuse, si je préférais qu'on m'explique ce qui se passait et suivre avec l'interne, plutôt que décider d'elle-même que voilà, il fallait attirer mon attention sur autre chose. Donc, cet examen, vous avez une première radio où vous êtes allongé, normal, on prend tout en radio. Et ensuite arrive le moment de l'hystérosalpingographie qui consiste à vous injecter des colorants dans la trompe 1 et 2. Il y a un espèce d'appareil qui va venir, favoriser en fait, donc vous avez vos deux trompes, cet appareil va venir recentrer le milieu, hop, pour que les trompes soient un peu plus élargies. Favoriser que le colorant se diffuse, parce qu'elles vont devoir l'injecter avec un long tube. Et cet appareil de favorisation est plutôt douloureux. Et en plus de ça, il y a, excusez-moi le terme, mais il y a forcément de l'insertion, du toucher. Et merci à l'interne d'avoir réussi à s'imposer pour me dire « Attention, je m'excuse, je vais être obligée de… »
je pense que vous m'avez compris. Il fallait vraiment, heureusement, mon métier me permet de savoir gérer clientèle, téléphone, patron, etc. Parce qu'il fallait vraiment avoir plusieurs oreilles, plusieurs cerveaux et percuter. Donc, j'ai réussi à suivre tant bien que mal, etc. J'ai eu des médicaments pour ensuite, et heureusement que j'ai eu ces médicaments parce qu'effectivement, un petit peu de fièvre, un petit peu de coups de pas bien dans les 24 heures qu'on suivit. Elle m'a bien mise en garde. Elle m'a dit si jamais vous montez en fièvre, vous ne restez pas comme ça. Il y en a qui font des infections. Ça reste pas anodin, hein. Donc vous vous rendez tout de suite au service gynécologie d'urgence. Bon, il y a eu un tout petit peu de fièvre, ce que j'ai considéré tout à fait normal vu que je n'ai pas la rate. Et ça a été vraiment minime, voilà, un peu de bouffée de chaleur, je suis montée un petit peu. Je me suis dit: «On va laisser passer 1 heure». C'était quand j'étais rentrée chez moi le soir, et puis finalement tout s'est très bien passé. Voilà, il y a pas eu d'infection, il y a pas eu d'effets secondaires, et cet examen montre que tout va bien également. Donc niveau médicalement parlant, j'ai passé tous les niveaux. Ça y est, c'est bon, je suis apte et validée pour pouvoir porter et donner la vie. Youhou, champagne, café. Donc ça me rend très heureuse pour la suite et très rassurée. Enfin, le côté médical, c'est réglé. Le 11 avril, j'ai rendez-vous pour rencontrer une assistante sociale et rencontrer les biologistes à qui je vais devoir donner mon dossier médical de toutes les examens qui ont été faits, donc sanguin, radio, écho, hystéro, alpinpographie, etc. Et comme je vous expliquais, eux vont devoir trouver un donneur compatible pour qu'il y ait le plus de chances possible que non seulement ça fonctionne, mais qu'en plus l'enfant soit en bonne santé. Il y a des groupes sanguins qui ne sont pas favorables à être parents ensemble, puisque cela peut favoriser des maladies chez l'enfant. En sachant que bon, de toute façon, il y a surveillance lors de la grossesse, mais je trouve ça bien qu'on mette le maximum de chances de côté pour que l'enfant soit en bonne santé, et pas seulement qu'on vise que le côté fonctionnement, que le côté fécondation. Franchement, je trouve ça très très bien, très honorable. Et puis, il y a aussi une rencontre avec une psychologue qui a été reportée, qui devait être le 11 avril, mais celle-ci aura lieu au mois de mai. Et cette psychologue, j'ai été rassurée par un médecin que j'ai rencontré, qui s'y connaît beaucoup au niveau de la PMA, qui m'a dit qu'elle était vraiment dans le but d'accompagnement et non pas de jugement. Évidemment que si elle voit rentrer dans son cabinet je sais pas, moi je vais vous dire au hasard une femme avec de la schizophrénie, de l'alcoolisme, de la voilà, des problèmes mentaux ou addicts, ou on recommence, hein, de de pouvoir s'exprimer, donc d'addiction ou autre, évidemment qu'il va y avoir un stop, un warning. Et avec du recul, je vous disais au tout départ, lors de ma première vidéo, que je trouvais ça un petit peu frustrant par rapport aux autres parents. Mais non, c'est bien aussi. Évidemment que si on se mettait à le faire à tout le monde, on s'en sortirait plus. La natalité a énormément baissé en France, énormément. Et ce médecin m'a appris autre chose. La PMA, même, je vous parle pour les couples, hein, lambda, est de plus en plus utilisée parce que nous avons de plus en plus de mal à avoir des enfants. Et ça, c'est dû à la qualité de l'air, à la qualité de ce que l'on mange et aux produits qui sont mis dans notre nourriture. Les
spermatozoïdes des hommes sont de plus en plus faibles et les ovocytes des femmes également. Sans compter qu'il y a de plus en plus d'endométriose. On n'en a jamais autant entendu parler. Merci à l'actrice, j'ai perdu son nom, qui jouait dans Plus belle la vie, qui a été une des premières un petit peu femme populaire à en parler, pardon. Et puis après, hop, ça a explosé. Et ça, c'était il y a 15 ans, 17 ans. Ça fait très très peu de temps qu'on entend parler de l'endométriose. Alors je vais dire une phrase très importante. Les règles sont normales, la douleur ne l'est pas. Absolument pas. Comme l'irrégularité, ce n'est pas normal. Donc à partir de ce moment-là, on devrait se poser des questions. Et qui dit de plus en plus d'endométriose dit donc de plus en plus de difficultés à procréer également pour nous les femmes. Donc voilà, on a toute une palette de facteurs qui fait que les jeunes médecins, ceux qui sont en plein dans leurs études, ceux qui sortent de leurs études, se voient conseiller, et heureusement il y en a qui le font, se renseignent de plus en plus sur les PMA parce que ça devient une procédure qui est de plus en plus courante. Voilà. Ce qui était pas courant, c'est qu'on puisse devenir ou parent monoparental ou parents homosexuels. Alors les parents homosexuels ont eu le droit avant les femmes monoparentales d'être parents. Ouh là, je vais recommencer ma phrase. Mes vidéos sont toujours brutes. Je ne suis pas là pour faire du divertissement. Je suis là pour faire de l'information. Je suis là pour, si je peux aider une femme ou deux vraiment à avoir des infos que je n'ai pas eues, à être un peu plus préparée que je ne l'ai été, c'est bon, j'ai gagné ma démarche. Je ne veux rien de plus. C'est vraiment, je répète, on est face à des gynécologues, des individus, des soignants qui sont différents, qui ne savent pas les informations qui nous ont été données, ou qui manquent de temps, ou voilà, et on manque donc d'informations, on manque d'accompagnement. Et du coup, je fais cette vidéo dans ce but-là, et non pas dans le but de vous divertir, de vous balancer des petites vidéos qui vont être agréables à regarder le soir. Après, si c'est agréable pour vous de me regarder, j'en suis très contente aussi. Voilà. Mais le but, c'est pas que ce soit désagréable pour vous, évidemment, mais le but, ce n'est pas de vous divertir non plus. C'est de vous informer et de vous préparer. J'ai perdu mon fil, je ne sais plus. J'en étais où ? Très très bonne question. Je ne sais plus où j'en étais. Bon, bref, j'ai fait le tour. J'ai eu quelques commentaires sur ma dernière vidéo. Oui, Monsieur Speedy, vous êtes un des plus beaux chiens du monde. Oui. J'ai eu quelques commentaires sur mon ancienne vidéo, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas répondre à vos commentaires. Donc, merci à celle qui m'a dit force et que j'étais une warrior. Je t'envoie plein de force aussi, ma belle. Et puis si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour pouvoir commenter les commentaires, ce serait super. Parce que j'ai pas trouvé. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Je suis pas la personne la plus douée du monde avec ces choses-là. Pourtant, je travaille en administration, je travaille avec des outils informatiques, mais tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, pour vous dire, je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas TikTok, je n'ai que Facebook parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup d'amis à travers le monde, donc c'est très pratique pour garder le contact, mais ça s'arrête là. Voilà. Facebook et YouTube. Monsieur Speedy, vous demandez absolument à être devant les projecteurs. Hein. Oh là 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 là. Donc voilà, c'était pour vous informer que l'hystérosalpingographie est validée et que maintenant il y a le côté biologie et assistante sociale le 11 avril. Et alors la biologie se rattache à la banque de sperme, au donneur. Et
au mois de mai, la psychologue. Voilà. Et je continue de vous tenir au courant de toutes ces petites étapes. Je vous envoie plein de force. Prenez soin de vous. Comme je vous disais, on est de moins en moins bien sur cette planète au niveau qualité de vie. Donc vraiment, prenez soin de vous. Faites-vous du bien parce que l'esprit est lié au corps et le corps nous le fait payer si ça ne va pas. Je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais j'ai appris que pour 1 minute de stress, on avait 1 heure de toxines libérées dans notre corps. Donc restez zen, smooth et à bientôt. Ciao.